Bonjour à tous, bienvenue sur le podcast hebdomadaire de la cellule. Aujourd'hui, je prends une voix grave, une voix de solennelle, une voix de parce que nous allons discuter de... Une voix déviante, une voix alternative. Peut-être, parce que nous allons discuter de politique et de jeux de rôle. Comment mettre de la politique dans ces parties de jeux de rôle. Et nous sommes avec Fabien Invine, évidemment, pour parler d'une thématique comme ça. Il fallait du Fabien. Ouais. On a du Fabien. À fond. Ils l'ont voulu, ils l'ont eu. On est également avec Olivier Sten. Olivier, ça va la pêche? Ouais, ça va, bonjour. Alors là, tu vas un peu l'idée ce podcast, hein. C'est toi qui as eu l'idée du podcast. Et puisque c'est toi qui mets le plus de politique dans tes parties, tu vas nous expliquer un petit peu comment tu fais ça. Cédric est avec nous également. C'est vrai que ça va la pêche. Oui, salut la pêche. Tu disais que la politique était quelque chose de sérieux. Rien que là, déjà, je suis pas d'accord. Ça va clasher. Et nous sommes également avec Flavie. Flavie, ça va? La pêche. Et puis nous sommes également avec Soren qui boit son biberon bien paisiblement. Adrien, je te présente. Allez, Adrien assiste au podcast. Salut Adrien. Je suis là pour écouter. Il a dit oui, je suis là pour écouter, mais bon, peut-être que tout à l'heure, on pourra intervenir. Voilà, donc autant de présenter, comme ça, c'est fait. Alors, par où commencer ce podcast? Déjà, Flavie, tu as quelque chose à dire? Moi, j'aimerais commencer le podcast en disant que y a beaucoup de gens qui s'en défendent, mais qu'on trouve finalement de la politique dans énormément de jeux, même quand les auteurs ne s'en sont pas rendus compte. Alors, à quoi tu penses quand tu dis ça? Je pense notamment à un jeu qui était sorti au moment de la présidentielle, où celui qui serrait le plus de mains, mais c'est pas un jeu de rôle, mais c'est un jeu en général, jeu de société, où plus on serrait de mains, plus on gagnait et plus on était fort. Et rien que ça, je trouve que c'est déjà un parti pris de dire qu'en fait, quand t'es président, c'est juste serrer des mains. On en avait parlé un petit peu dans le podcast avec Monsieur Fall, Trick Track, où on avait justement parlé que la plupart des jeux de société, on parlait de la potentialité politique des jeux de société en règle générale. Et donc, il nous soutenait que c'était assez rare finalement d'avoir des propos politiques dans les jeux. Il nous avait cité cet exemple et il disait que justement c'était un jeu de société qui parlait de la politique sans prendre parti. Alors justement, ce que vient de dire Flavie, dire que tu comptes tes voix que tu gagnes la partie en serrant des mains. Enfin, ça le dit, c'est pas aussi développé qu'un propos que tu pourrais développer dans un jeu de rôle. Dans un jeu de rôle. Non, mais si je prends un exemple un peu plus trivial. Et je prendrai pas le trivial poursuite, mais je vais prendre le Monopoly. Le Monopoly a un propos politique très clair. Il paraît. Économique même, d'économie politique. Politique, économique. C'est on prend le parti pris et la seule économie possible est l'économie de marché. Alors, est-ce qu'on pourrait définir un petit peu ce que c'est que la politique? Je suis pas d'accord sur le Monopoly parce qu'en fait le Monopoly, plus tu joues, plus en fait ça finit par mal tourner. En fait, le truc du Monopoly, c'est de montrer qu'en fait l'économie de marché ne marche pas. Parce que à la fin, lorsque tout le monde est mort, c'est peut-être ça le propos. Donc c'est lui, on a fait un jeu dysfonctionnel. Vous avez y joué pendant des années. Ça je me suis laissé dire que dans le Monopoly, il y avait pas de règle qui disait quand tu avais gagné. Et que du coup, en fait... Quand tous les autres ont perdu, en fait. Oui, mais en fait, quand tous les autres ont perdu, si tu continues à te balader sur le plateau, tu finis forcément par perdre. Parce que tu peux plus vampiriser les autres et tu meurs à coup de taxes foncières et de... Taxes foncières, taxes immobilières, taxes dans le ménage, taxes tes passages. Dans l'absolu, il paraît que le Monopoly était en fait une critique déguisée du capitalisme, en fait. Donc, expliquant qu'une fois qu'on se sera tous bouffés les uns les autres, il restera plus qu'un gros lard qui mourra tout seul comme un con. Ouais, avec l'État comme grand méchant qui lui aura pris tout son pognon, on peut retourner l'argument dans ce sens-là aussi. Et quoi qu'il arrive, en tout cas, argument politique, il y a. Ouais. Bon alors, c'est quoi la politique, Olivier? Allez, allons-y, tiens, prends ça dans le museau. C'est bon ça. Non mais sérieusement, c'est quoi la politique? C'est l'organisation du vivre ensemble. Ah bah voilà, ça c'est de la définition, l'organisation. Moi j'avais entendu que c'était la manière de prendre les décisions. Et ça c'est intéressant, la manière de prendre les décisions. Parce que... Mais la manière de prendre les décisions ne dit pas tout, parce que tu dois aussi, et je pense que ça c'est éminemment politique, définir qui est la communauté qui les prend et qui est extérieure à la communauté qui les prend. Est-ce que le cyborg a le droit de vote ou pas? Oui, alors ça. Prends le cyborg pour pas viser d'autres situations. Non, mais c'est vrai, cela dit. Vas-y, lâche-toi. Non, mais ce que dit. Que veux-tu dire? Ce que dit Olivier est intéressant, effectivement, parce que toute la philosophie queer, donc quelqu'un comme Judith Butler, dit par exemple une des elle a un livre qui s'appelle Humain inhumain, un livre d'entretien, dans lequel elle dit en fait
toute la société industrielle occidentale telle qu'on la connaît est une société qui est fondée sur la distinction entre humain et inhumain, avec l'idée que l'humain peut exploiter l'inhumain. La table que j'ai devant moi, le micro dans lequel je parle, j'en fais ce que je veux, ou du moins son propriétaire, Romaric, en fait ce qu'il veut, parce que c'est inhumain. Et d'accord. Et de façon même plus large, les animaux. Les plantes, les animaux, ça commence à poser problème. Puis il y a des activistes. Ça commence à poser problème dès la controverse du Vilaloïd. Absolument. Et alors après, ce que dit Butler, elle dit, le problème c'est qu'on a commencé à mettre des échelles d'humanité à l'intérieur de l'humanité, en disant les femmes, ça va, hein, c'est quand même plus, elles sont plus proches des animaux. D'ailleurs, on le sait, elles sont beaucoup plus émotives, beaucoup moins rationnelles. T'as déjà essayé de mettre un singe dans ta cuisine, c'est déjà nettement plus chiant. Alors je pense que la femme est nettement plus profitable. Hein. Les noirs, les juifs. Cédric, va te faire enculer. Voilà. Merci Fly. Zut, j'ai été démasqué. Les homos. Les pauvres aussi. Oh mon Dieu. Non mais c'est vrai, il y a une époque où on disait que les pauvres étaient naturellement pauvres. Comme aujourd'hui, on prétend que les femmes sont naturellement, tu vois, plus coopératrices, plus gentilles. C'est normal puisque c'est vrai, hein, on n'est pas censé faire des docs d'histoire de l'art voilà, et en fait on fait de la musicologie. Exactement. Et on fait absolument pas Sciences Po. Hein. Puis laisser la science aux hommes aussi, ça c'est un gros cliché. Alors que depuis les années 70, les femmes sont plus diplômées et mieux diplômés que les hommes de manière générale. Enfin, toujours est-il qu'à la fin du 19e siècle, par exemple, on prétendait que les pauvres étaient pauvres par nature. D'ailleurs, la preuve, c'est qu'ils sont tout maigres, alors que les riches sont gris. L'élection censitaire traduit tout cela aussi. Qui vote ? Il y a peut-être un petit lien amusant à faire avec le vieux podcast ADN sur l'intelligence artificielle. J'ai un projet de jeu de rôle un jour sur où on joue des robots comme ça, parce que c'est vrai que les robots, justement, c'est pour ça que j'ai réagi à ce que tu disais sur les cyborgs, et je trouve ça super intéressant d'aborder la question dont je viens de parler là sur humain inhumain à travers des robots, parce que imagine que je sais pas, ton conjoint te trompe avec un robot, alors quoi C'est le thème d'une série actuellement. Ouais, je sais, qui passe sur Arte. Ouais. Je l'ai pas encore vu, mais. Ah oui, qui est la première. Tu parlais de. C'était comment ça s'appelle ? The Real Human, c'est ça ? Ouais, c'est ça. dont j'ai vu la première saison et qui est vraiment pas mal. Ce sera une question. Et pour reprendre juste ta thématique, je pense que Ghost in the Shell là-dessus a fait une énorme avancée. Moi personnellement, ça a été vraiment le premier choc par rapport justement à l'intelligence artificielle. La série avec les Tachikoma, c'est impressionnant. Et il y a beaucoup de politiques à d'autres niveaux sur les réfugiés, sur la deuxième saison porte entièrement sur les réfugiés. Alors, j'aimerais, en fait, je proposais de manière un peu pernicieuse et sournoise l'idée de prendre les décisions, que la politique c'était la science qui s'intéressait à la manière de prendre les décisions ensemble, même si, comme tu l'as dit, il y a aussi la question de savoir qui est à l'intérieur et qui est à l'extérieur, parce que une des définitions du système de jeu, c'est se mettre d'accord sur comment la fiction continue. C'est le principe de l'Umpli, je sais pas, donc l'Umpli c'est le label de Vincent Baker, donc le type qui a écrit Dogs in the Vineyard, Apocalypse World. Allez Fly, dis-nous tout le bien que tu penses de Dogs. 1, 2, 3 Voilà, merci Fly. Et le principe de l'Umpli dit, je crois, le système de jeu, c'est toutes les manières par lesquelles on prend les décisions en commun, où on se met d'accord sur la suite de l'histoire. J'ai l'impression que tu vas déjà loin sur le fait qu'il y a une forme de mini-communauté qui se reforme au travers de la partie de jeu de rôle. Ça c'est toi qui viens de le dire. C'est c'est juste, j'apportais ce parallèle que je trouve. Heureusement que tu as fait du marketing, toi. Eh monsieur. Bon, mais on avait ouvert sur est-ce qu'il y a des jeux de rôle qui aborde des sujets politiques. Alors je pense que il y a D&D, il y a Warhammer, il y a Shadowrun. Voilà, j'étais sûr que tu allais répondre en fait. Tous, je te comprends exactement. Bien. Et surtout ceux qui prétendent ne pas choisir, parce que ne pas choisir, c'est déjà choisir. Et merci. Il est très intéressant de commencer par se poser des sérieuses questions sur Olivier.
l'ensemble le fond, les valeurs sous-jacentes aux univers dans lesquels on pratique le jeu de rôle habituellement. Tu commencerais par dire que la politique... souvent bellicistes, autoritaires, avec un roi merveilleux, avec l'idée que la hiérarchie est inscrite dans le sang. Qu'est-ce que tu appelles belliciste ? Un appel à la guerre qui l'idéalise, la présente comme quelque chose de merveilleux qui permettra, un peu comme une ordalie, à ceux qui sont réellement bons de gagner, dans une ambiance de camaraderie merveilleuse où on n'écrasera que les cadavres de sales prolétaires orques qui se mettent des crottes dans le nez. J'aime beaucoup. C'est ultra violent. Donc ça, c'est le fond. Il y a un gros contenu. Bon, Shadowrun... Saleté d'elfe. Shadowrun va pendre le dernier des elfes avec les tripes du dernier des mages. C'est intéressant le lien parce qu'on voit vraiment que de façon sous-jacente à tout ça, je pense qu'il y a une idée que la hiérarchie est toujours légitime. Vous trouverez toujours le bon roi et c'est seulement son méchant vizir qui sera en train de trahir. Les niveaux d'expérience se seront justifiés. Le type qui a une certaine place de pouvoir aura toujours l'intelligence qui le justifie. C'est vrai qu'en jeu de rôle, un personnage de jeu de rôle, plus il est vieux, plus il est puissant. Alors que passé 80 ans... Et puis vous ne verrez que très rarement vos paysans à Donjons et Dragons en train de provoquer une émeute parce qu'ils ont faim. Les dockers dans le port de la ville en train de se mettre en grève. Alors, il y a quand même un truc qui est que... Je suis en train de bouffer son After Eight. Ouais, voilà, je suis en train de... je prends pas vraiment ce podcast au sérieux, c'est un tort. Je ne suis pas trop professionnel de ma part, mais... Il y a quand même l'idée aussi que, un peu comme souvent dans le jeu de rôle traditionnel, si le meneur de jeu le veut bien et le met dans son scénario, alors tu peux aborder de front des thématiques politiques. Oui, mais la base, ce que nous dit Olivier, c'est qu'en fait, à la base, l'univers rôliste est caricatural et pétri d'éléments qui font que chaque chose est à sa place. Il y a des sous-entendus politiques forts. Voilà. Ouais, d'accord. Favi. Moi, je vois aussi ça du point de vue de l'histoire du jeu de rôle, mais l'histoire du jeu de rôle a quand même commencé avec des jeux tirés de l'œuvre de Tolkien. L'œuvre de Tolkien qui est tout de même à la base un univers où il y a des rois, des reines, une monarchie, des saletés d'elfes. Oui, mais je crois que tu vois, justement, oui, mais justement, c'est de l'histoire du jeu de rôle. C'est quand même l'univers en lui-même de Tolkien. Malgré tout le respect que j'ai pour lui, on peut retrouver quand même des choses qui sont un peu limites dans son univers. Tu vois, les méchants humains, les méchants humains sont bizarrement des Noirs et des Arabes. Si, je suis désolée, dans l'univers de Tolkien, c'est bien dit dans le Silmarillion. En fait, les méchants humains, ils viennent de l'Est. Dans l'univers de Tolkien, pour réaliser quelque chose, tu as intérêt à avoir un arbre généalogique long comme le bras. Tu peux rien faire. Non, mais c'est vrai. Oui, c'est vrai. Si t'es pas un aristocrate, à l'exception du Seigneur des Anneaux, ou les Hobbits, bien qu'effectivement ils ont un arbre généalogique extrêmement long, il n'y a pas d'aristocrate chez eux, donc. Mais c'est quand même eux qui sauvent le monde. Le Hobbit, qui, comme on le disait en préparation de ce podcast, est en fait le bourgeois anglais, c'est-à-dire Tolkien lui-même. Ah. D'accord. Dans sa petite campagne cossue, avec la bonne chair, la campagne tranquille. Les vraies valeurs, en fait. Et du coup, il est assez évident que pour créer un jeu de rôle autour d'un univers comme ça, tu vas pas faire un jeu de rôle coopératif quand tu démarres. En fait, tu fais un maître de jeu bien tyrannique avec un univers bien défini. Comme le disait si bien Tolkien, travail, famille, Nazgûl. Alors là, c'est intéressant parce que je disais les vraies valeurs, c'était les vraies valeurs pour Tolkien. Hein. On aborde ici la politique de front par l'univers des jeux de rôle et l'univers du jeu de rôle en règle générale. J'imagine qu'après on va peut-être l'aborder par d'autres biais, par d'autres chemins. Olivier, tu voulais reprendre la parole. Donc toujours concernant Tolkien pour en finir, son affirmation c'était qu'il fallait réconforter au travers de la fantasy, que c'était son rôle. Je pense que ça c'est vraiment l'idée à laquelle on doit s'opposer parce que dorloter le lecteur comme il ambitionnait de le faire, c'est vraiment le contraire de ce que un jeu qui veut éveiller, émanciper, ce qu'il doit tenter de faire. Les analyses de China Miéville que j'avais déjà évoquées dans un podcast précédent permettent d'aller encore plus loin sur ces questions. Alors, tu peux parler de politique en étant totalement conservateur. Hein. Tu pourrais imaginer de quelqu'un qui ferait un jeu de rôle qui t'expliquerait que
les femmes sont mieux. Ah oui, j'ai oublié de parler de la position des femmes chez Tolkien. Ce sera trop facile, c'est un peu comme tirer sur des chatons, ils courent pas assez vite, c'est trop fastoche. Enfin bon. Elle tire bien à l'arc quand même. Non, même pas, elle chante bien. Lucienne chante très bien. N'oubliez pas l'époque à laquelle ça a été écrit non plus. Oui, mais c'est pas une excuse quand même. C'est quand même une excuse, je suis désolée, ça a été écrit dans un endroit anglais. Avec je suis désolée, l'Angleterre de cette époque-là, c'est quand même pas l'endroit où c'est le moins macho. Nous rappelons que le podcast de la cellule est un podcast malouin et ça se sent dans la considération que les malouins ont des Anglais. Un endroit où on mange des petits pois à la menthe et du pudding. Ah oui, c'est pour ça que je me fais bâcher avec mes After Eight. Et puis c'est aussi avant la Seconde Guerre mondiale. On a beau dire que c'est pas une excuse, c'est quand même quelqu'un qui a été élevé dans ce milieu-là, un milieu en plus bourgeois de l'époque. Je veux dire, il était pétri de cette culture-là, donc ça se retrouve dans les livres. Féministes, ça existe depuis la Révolution française. Cédric, je tiens à dire que vos considérations ne pissent mal loin. Mais désolé. Et sinon, je suis d'accord avec Fabien, savoir que non, le contexte, en fait, c'est vrai, joue énormément, mais en fait, ne devrait pas jouer. C'est vrai que je commence à en avoir marre de trouver des excuses aux gens, à savoir, oui, mais tu comprends pas, il a écrit à un moment où les femmes, c'était normal. On va dans ce cas-là, on va au 19e siècle, on va justifier l'esclavage du début du 19e parce que c'était comme ça. En fait, on peut plus se permettre, je pense, on peut pas se permettre de faire ça. Mais la question, en fait, c'est pas de savoir si Tolkien c'est un furoncle ou un abcès, c'est de savoir si nous, on va être vigilants par rapport au monde qu'on utilise. Exactement. Et donc ça, c'est juste un appel à cette vigilance. Maintenant, j'ai presque envie de prendre le contre-pied de ce que je viens de dire jusqu'à présent et de dire qu'à mon sens, le jeu de rôle est éminemment politique dans le bon sens, en ce qu'il est avant tout créativité, que on est, je pense, mais ça c'est une conception politique qui m'est très personnelle, qu'on est avant tout dans un monde qui nous désespère et que le pouvoir se maintient entre autres du fait qu'il nous désespère. Et je pense que se redonner la capacité de croire que les choses sont possibles autrement, que tout ce qui est donné n'est pas la loi naturelle des choses, c'est se donner une forme d'émancipation par rapport à ces règles. Et à un niveau plus socio ou psychosociaux, le fait de pouvoir s'émanciper par rapport ou sortir brièvement des rôles que la société nous donne habituellement, c'est aussi une occasion incroyable de se libérer de certains déterminismes. Donc, de ce point de vue-là, le jeu de rôle en tant qu'outil est, à mon sens, fondamentalement et profondément émancipateur. Je dis émancipateur pour pas dire de gauche. Je l'ai dit, zut. Cédric. Et pour appuyer le propos, je dirais même qu'au niveau psycho, en fait, le JDR a une puissance cathartique. Cathartique au sens large du terme. Qu'est-ce qu'on entend par puissance cathartique, Cédric? Est-ce que tu pourrais aller? C'est en fait une façon d'exorciser son mal-être, de se sentir mieux, de se purifier en incarnant en fait quelque chose que l'on ne sera jamais. D'accord. Alors, bien. Moi, j'ai envie de te challenger un peu là-dessus, Olivier, parce que je partage beaucoup de tes convictions. Enfin, toi et moi, on le sait, mais encore faut-il le préciser pour les auditeurs. Et j'ai souvent mauvaise conscience quand j'écris ou quand je pratique du jeu de rôle, parce que autant j'essaie d'être aussi militant que je peux sur le féminisme, autant j'ai souvent l'impression quand je fais du jeu de rôle de me dire en fait je suis simplement en train de créer une énième machine à rêver mais pas une machine à agir, quoi. Et que finalement le jeu de rôle c'est guère qu'une télévision un peu plus élaborée et qui s'assure que les gens rêvent. C'est comme de la drogue mais en un peu plus intello, quoi. Le jeu de rôle serait l'opium du peuple. Voilà, ou l'opium, ouais, c'est ça. Cédric? Oui, mais je pense que le monde a aussi besoin de cette fenêtre-là. Il y a des gens qui, pour agir, ont besoin derrière d'œuvres d'art. Il y en a, ils vont voir un film ou ils vont écouter une musique et un déclic. Oui, merde, putain, le monde, en fait, il ressemble à quelque chose que je n'aime pas et j'ai envie de le changer. Et je pense que l'un des rôles de l'art et donc du JDR peut aussi être ça. Puis, tu peux me définir le mot agir? Tu vois, même Soren n'est pas d'accord avec toi. Parce que à partir de le mot agir, parce qu'on peut très bien agir en faisant une partie de JDR. Tu peux très bien faire changer quelqu'un d'avis. Tu peux très bien approfondir tes idées. Tu peux faire plein de choses autour d'une. Qu'est-ce que c'est agir vraiment pour toi? Fabien. Fabien.
faut bien comprendre dans quel sens je pose cette question. Je veux dire, c'est aussi parce que c'est une question qui me travaille personnellement. Si tu veux, j'ai une culpabilité à faire du jeu de rôle vis-à-vis de ça. Moi, j'ai le sentiment, enfin, quand cette culpabilité-là me travaille, j'ai le sentiment qu'en fait, on agit vraiment que si on questionne et directement, et même quand on fait tomber les dominations, que ce soit par la loi, que ce soit en travaillant directement. La loi peut pas faire tomber les dominations puisqu'elle les consacre. Je connais des gens qui considèrent qu'on peut avoir une relation, pratiquer le droit de manière critique. Ah oui, j'ai peut-être rencontré un gars comme ça. Alors moi, je connais personne que le jeu de rôle a fait changer d'avis. J'ai personne de mon entourage. Moi, enfin, peut-être pas sur les questions politiques, mais qu'on a transformé. Oui, sur le long terme, en lame de fond, oui, mais changer d'avis radicalement. Moi, je connais personne. Par contre, j'ai un contre-exemple. Mais une personne ne change pas d'avis du jour au lendemain sur quoi que ce soit. Donc, de toute façon, c'est un travail de très long terme. Et de toute façon, il ne faut pas ambitionner de trouver un outil de militance parfait. Pour moi, changer d'avis, Olivier, c'est vraiment passer d'une théorie A à son opposé ou presque. Tu vois ce que je veux dire ? C'est pour ça que je dis que c'est une ambition qui est irréalisable. Là-dessus, il y a plein de choses à dire. Moi, je voudrais répondre à ma propre question. En fait. Non mais nécessairement, si tu veux, comme c'est, non mais c'est vrai. Enfin, arrête, ils sont méchants. Alors vas-y, Fabien. C'est un questionnement qui me touche parce que c'est quelque chose que je retravaille tout le temps, quoi. Et je crois que la réponse, c'est de se dire que le jeu de rôle permet d'offrir des alternatives dans un monde qui pour ceux qui ont lu Herbert Marcuse, tue les alternatives, tue même la possibilité d'alternatives. Et donc le jeu de rôle, en te proposant de jouer un gay, t'invite à sortir de ton hétérocentrisme, en questionnant les rapports de genre, t'invite à sortir du phallocentrisme. Il faudra un jour, et ça existe déjà même des jeux de rôle sur les questions de race. Ou d'ethnie, parce que là on est tous blancs autour de la table, sauf Soren qui est rose clair, mais voilà quoi. Le jeu de rôle te propose une alternative. Bon après j'ai d'autres. Alors par rapport à ce fait de changer d'avis, il y a des exemples de jeux de rôle qui paraît-il font changer d'avis. C'est quand on prend une position dans un débat. Il y a un portable qui fait parasite. Quand on prend des positions dans un débat, typiquement le jeu de rôle qu'on pratique en classe, par exemple, à l'école, lorsqu'on invite des élèves à prendre le rôle des révolutionnaires ou des monarchistes pendant la Révolution française et qu'on leur demande de travailler des arguments. On trouve également cette expérience-là sur un site, le site de gameblog.fr, qui pratique ce genre de choses avec des débats jeux vidéo en fait, et où ils se retrouvent à tirer la position qu'ils vont défendre au hasard avant le débat. Et où ils expliquent en gros que à force de travailler des arguments et de se mettre dans la peau des gens qu'ils critiquent en permanence, ils finissent finalement par comprendre, pas forcément changer d'avis, mais comprendre les arguments. Et je pense que le jeu de rôle permet cette ouverture-là aussi, de, si ce n'est changer d'avis, au moins comprendre des avis différents. Cédric, tu voulais intervenir, ou Flavie, je ne sais plus. Il y a quelqu'un. Non, alors c'est Fabien. Moi, c'est la réflexion que je fais là aussi sur le jeu de rôle m'a été suggérée par Olivier en préparation du podcast. Il m'invitait à parler de ce que j'appelle le jeu de rôle comme médium libertaire. D'accord. Moi, alors là, c'est pas dans les thématiques, parce qu'on a parlé beaucoup des thématiques ou de l'interactivité, mais je crois que le jeu de rôle est libertaire quand on le compare à d'autres médiums ou à d'autres loisirs, parce que le jeu de rôle a la particularité d'être à la fois un médium et un loisir, donc un peu entre les deux. Je trouve que d'abord, c'est effectivement un médium qui est particulièrement interactif par rapport à la télévision, le cinéma, même un livre, et pourtant je suis grand lecteur. Un livre, il y a une interactivité dans le sens où on peut s'arrêter, lire plus vite, lire la fin, lire le milieu, le refermer, s'arrêter quand on veut, par rapport à l'écran de cinéma où on n'a même pas le droit de parler. Incroyable. Donc, on peut vraiment s'accaparer le jeu de rôle. Fabien, il a bugué, je crois. Attendez.
Il va redémarrer dans quelques minutes. C'est l'interactivité dont on parlait tout à l'heure. Je peux l'arrêter à n'importe quel moment. Je redémarre. Oui, en fait, c'est simplement que il y a des moments où je bloque comme ça, où je cherche et je suis complètement perdu dans mon raisonnement. Désolé. Ça fait un peu peur parfois à mes étudiants en classe, mais ça c'est un autre problème. Excusez-moi. Et en fait, le jeu de rôle est aussi, je crois, particulièrement révolutionnaire dans le sens où c'est un jeu où on n'a pas besoin de payer. Je veux dire, il y a besoin de très très peu de choses comme matériel. C'est donc très peu polluant. Donc c'est à la fois écolo et socialo, si j'ose dire, par opposition à plein d'autres loisirs où il faut de l'équipement, de l'électricité, de la connexion internet, des produits difficiles ou compliqués à fabriquer. Et là, je pense directement aux jeux vidéo. Donc évidemment, oui, moi j'utilise un ordinateur pour écrire mes jeux, et puis pour communiquer, et puis pour ce genre de choses. Mais enfin, j'en ai pas besoin immédiatement quand je joue, quoi. Et puis, je trouve aussi que au-delà de l'interactivité, il y a dans le jeu de rôle. Le jeu de rôle. Je suis complètement crevé. J'avais un quatrième truc à dire, mais là, ça m'échappe. Tu le retrouveras. Olivier, tu voulais ajouter quelque chose? Moi, j'ai plein de choses à dire. C'était par rapport à des choses qui se disaient juste avant, hein, mais donc sur le fait que finalement, tout dépend du diagnostic qu'on fait sur notre société. Mais moi, je pense que 1980 de George Orwell est de plus en plus d'actualité, que la manipulation de la sémantique et des représentations est très importante à notre époque. Et donc, à partir du moment où le jeu de rôle joue sur les représentations et joue sur la sémantique, ou est une occasion de questionner la sémantique, c'est nécessairement une arme de militance. Ou non, c'est pas nécessairement, mais c'est une très bonne arme de militance. Je vais me limiter à dire Fabien. ça. Et pardon. Et j'ai squeezé Ced. Je te redonne la parole après? Non, c'est bon pour l'instant. Merci, l'intervention d'Olivier m'a permis de retrouver ce que je voulais dire. Le jeu de rôle est aussi intéressant dans le sens où on est en groupe autour de nous et on n'est pas nécessairement en compétition. Il y a des jeux de rôle dans lesquels il y a des gagnants ou des perdants, donc je crois que c'est faux de dire que un jeu de rôle c'est nécessairement coopératif ou sans gagnant ou sans perdant. Mais en tout cas, il y a très souvent une volonté de faire les choses ensemble. Alors que je trouve, et ça c'est à mon avis quelque chose qui est très lié aussi à une certaine critique de la société, qu'on a énormément de loisirs qui sont des loisirs compétitifs, où il s'agit soit de gagner, donc de vaincre quelqu'un d'autre, soit de performer, c'est-à-dire de vaincre contre soi-même. Une bonne ou une mauvaise. Alors oui, il y a des bons ou des mauvaises parties, mais et parfois il y a des gens qui évaluent ou qui performent leur meneur de jeu, mais à de rares exceptions, j'ai connu des gens, y compris moi-même, qui à une époque voulaient faire des questionnaires inspirés des techniques de management, soit performance 360 degrés pour analyser leur meneur de jeu, mais ça, c'est extrêmement rare. Il y a que des malades comme moi qui peuvent y penser. Et puis Fabien de Neuville aussi, puisque c'est un petit peu l'esprit de la Bible du meneur de jeu. Après tout, c'est pourquoi pas, hein. Fabien. Cédric, pardon. Ouais, en fait, ce que tu décrivais là, la compétition, c'est le ludisme, en fait, quoi. C'est vraiment non, le fait. Pas nécessairement, parce que. Ça... Oh là là, non, pas le GNS. On va. Non, mais ouais. Non. Le ludisme, c'est pas nécessairement ça peut être de la performance. Ça peut être de la compétition, mais pas nécessairement. Monostatos, c'est un jeu qui soutient une démarche créative profondément ludiste, et il n'y a pas de doute pour moi là-dessus. Mais je pense pas que les gens s'y sentent particulièrement en performance ou en compétition les uns avec les autres. Donc ouais, d'accord, ok. C'était juste pour éclaircir il y a quand même, le sujet. Il y a quand même dans les jeux autres que le jeu de rôle la notion de gagner et de perdre. Pas nécessairement. Et il me semble pas. Cite-moi un autre jeu que le jeu de rôle dans lequel il y a pas de gagner ou perdre et qui ne soit pas un jouet. Voilà, j'allais dire, il y a les jouets. C'est-à-dire que, par exemple, je te vois venir à 300 des Lego, il n'y a pas de règles dans les Lego, donc c'est des jouets. C'est-à-dire que moi, ce qui fait pour faire un peu de. Ah, il y a Minecraft aussi, tiens. Je viens de penser à ça. Il va en parlant de Lego. Ouais, il y a Minecraft et il y a aussi les jeux de société. Il y a quand même des zombies et des merdes qui viennent te faire chier. Il y a les jeux de société. Oui, mais tu peux les aussi, supprimer si tu veux. Qui ne mettent pas en confrontation les joueurs. Ah oui, mais jeux de société de coop, tu peux perdre ou gagner. Oui, non, mais ce que je veux dire, c'est que la compétition ne se fait pas entre les joueurs. Oui.
Flavie, tu voulais intervenir? Moi, en fait, de ce que j'entends, c'est... En fait, le jeu de rôle me paraît politique, mais à plein de niveaux différents. Oui, et du coup, en fait, déjà, ne serait-ce que de l'endroit où on va jouer, avec qui on va jouer. Ensuite, il y a le public visé par le jeu de rôle qui sera écrit. Ouais. Il y a le système de jeu et le système de règles. Oui. Il y a le système de résolution. Oui. Il y a le propos. Oui. Et par rapport à la situation sociale, comment se place le propos par rapport à la situation actuelle telle qu'on la vit, et le qu'est-ce qu'une bonne partie. Et déjà, tout est politique, en fait, tout peut devenir politique dans le jeu de rôle. Et du coup, évidemment, quand on lance en fait un sujet comme ça, c'est très vaste en fait. Oui, tout à fait. Alors, Cédric? Ouais, pour appuyer les propos de Fly, je suis entièrement d'accord. En fait, tout est politique tout le temps. Hein. C'est-à-dire que quelqu'un qui dit qu'il ne s'intéresse pas à la politique, moi je veux bien le croire, mais quelqu'un qui dit qu'il n'est pas dans la politique, c'est quelqu'un qui est dans le faux complètement. Dans la mesure où on mange politique, on boit politique, on respire politique. Ouais. C'est donc voilà, c'est là on est politique. Pourquoi? Tout simplement parce qu'on vit en société et qu'on utilise des outils issus de la politique. Donc ça, c'est. Tu peux donner des exemples un peu plus développés parce que, enfin moi je suis d'accord avec toi, mais ton propos est peut-être un peu abstrait. Peut-être un peu abstrait, je vais éclaircir. Je respire politique tout simplement parce que quand je sors dehors, je me tape la pollution des usines qui sont à côté, donc la qualité de l'air n'est pas la même. Je mange politique parce que oui, je vais acheter au supermarché du coin, donc j'ai choisi tel produit, donc je vais... Et qu'il y a des règles économiques qui t'ont été imposées parce que il y a un parlement qui a voté certaines lois qui font que... Alors, ça me semble évident dans la mesure où oui, on t'impose la politique. Après, il reste toujours un dernier choix qui est de s'exiler de la politique. C'est très difficile, mais je pense que c'est réalisable. Mais après, ça présuppose de ne pas vivre en société avec tous les gens qu'on a envie de voir. C'est intéressant parce que dans ce podcast, il y a eu plusieurs moments. Premier moment, on s'interroge sur les univers présents dans le jeu de rôle et on s'interroge s'ils ont une charge politique importante. Deuxième moment, et là, la réponse de Olivier, on s'interroge que tout les univers peut devenir politique. À des choix politiques, fait des choix politiques, et même lorsqu'il n'en fait pas, fait le choix de ne pas en faire, et donc, par exemple, typiquement, tu prends Breaking the Ice, tu dis on fait pas de politique dans Breaking the Ice, l'auteur sous-entendrait que, par exemple, il n'existe pas, les propos politiques n'ont pas cours dans les relations amoureuses. En l'occurrence, c'est pas du tout ce que fait Emily Carbos. Hein. Mais voilà, par exemple, on pourrait imaginer un cas comme ça. Non, mais même imaginons ça, dans Breaking the Ice, quel est le principe? C'est de jouer une relation amoureuse. Le début d'une relation amoureuse. Le début d'une relation. Rendez-vous d'une relation amoureuse. Ouais. Entre deux personnes. Et d'ailleurs, qui peuvent être de même sexe. Voilà, c'est politique déjà. J'allais le dire, ouais. Qui peuvent être de même sexe, mais qui du coup, encore une fois, je vais pousser le raisonnement un peu loin, mais qui vont se limiter à deux personnes humaines. C'est déjà, en fait, on a déjà un prédicat qui est formaté. Le privé est politique, disaient les féministes. Encore que je pense qu'Emily Carbos ne serait pas déçue que l'un d'entre nous joue un cyborg au cours d'une partie. Non, bien sûr, mais je te dis, c'est le présupposé, quoi. D'accord. Alors, donc, je répète mes moments. Premier moment, JDR, univers, chargé de politique. Deuxième moment, JDR en tant que média. D'accord, on sent que là, vous parliez du JDR en tant que média, comme le média qui est pas cher, le média qui est accessible à tous parce qu'on a tous un cerveau, le média qui rassemble les gens, le média qui est écolo, le média qui est éminemment politique parce que... Qui est interactif. Parce qu'il est interactif et qu'il pousse à la créativité, c'est ce que disait Olivier au début du podcast. Et puis, il me semble qu'il y a un autre moment, c'est aussi le JDR, et là, c'est là-dessus que moi, je voudrais parler, c'est le JDR en tant que pratique. En tant que pratique, le jeu de rôle permet quand même un épanouissement personnel qui est énorme. Si on prend par exemple le jeu de rôle classique, mais même le jeu de rôle à narration partagée, comme son nom l'indique, la parole, à autorité partagée. Autorité partagée, c'est puissant ça. Voilà, c'est la narration. Si je peux me permettre le jeu de mots, c'est la narration. La narration. Anarchiste. Bravo. Merci. En fait, l'idée c'est que puisque on s'échange la parole, on doit donner la parole aux autres, respecter la parole des autres, on doit prendre la parole, ce qui ne va plus de soi dans notre société aujourd'hui. Je finis mon idée puis je vous laisse réagir. Qu'est-ce que c'est que ça ? L'autre bras. Donc l'idée c'est ça, c'est que toute cette notion de prendre la parole, de prendre le risque d'annoncer quelque chose, de faire en sorte que le monde aille dans un sens particulier, de respecter la parole des autres, d'accepter ce que les autres ont à dire, ça
si c'est pas un symbole une aide à la démocratie, une ode à la démocratie, je sais pas ce que c'est. Olivier et ensuite Fabien. J'ai juste envie de faire le parallèle avec Habermas qui, pour soutenir la démocratie, développer ces questions d'éthique de la discussion. Et je me demande si finalement il n'y a pas un gros parallèle à faire ici entre toutes ces règles d'éthique de la discussion qui sont celles qui permettent un débat où tout le monde est traité comme un égal et la façon dont on établit les rapports autour d'une table de jeu de rôle. Bah oui, tout simplement. Fabien, tu voulais... Alors moi j'ai deux contre-idées là-dessus, sur l'idée que le jeu de rôle pourrait être un instrument qui perpétuerait les dominations ou certaines dominations. La première, c'est... Comment ça ? C'est pas ce que j'ai dit. Hein. Ah oui, absolument. Ah oui, d'accord. Oui, pour aller dans le sens contraire. Ah d'accord. Ok, oui. Qui est que... d'où d'abord sur la prise de parole. Et ça, c'est à nouveau... Bon, chacun voit midi à sa porte. Hein. Désolé, mais c'est à nouveau un problème de féminisme, puisque un des grands problèmes pour les femmes, c'est de prendre la parole dans une assemblée d'hommes. Je vois ça parce que je travaille notamment sur un groupe féministe activiste, où justement il y a cette volonté de pousser les femmes à prendre la parole et à vouloir le pouvoir. Et il y a une grande difficulté, semble-t-il. Alors moi, comme homme, c'est évidemment quelque chose qui est difficile à comprendre, mais Flavie nous donnera peut-être son point de vue là-dessus, à prendre la parole dans une assemblée d'hommes, parce que la parole est plutôt donnée. Moi, j'ai tendance à prendre la parole un peu partout. Hein, donc mais en effet, il y a pas mal de nanas que je connais, même qui sont obligées de prendre un peu sur elles quand il y a une énorme assemblée masculine, parce que pour une bonne et simple raison. Et là, je vais encore avoir des commentaires belliqueux sur le podcast, je m'en excuse. Pour la simple raison que si on va dire quelque chose d'intéressant, en fait, on va pas forcément nous écouter, ou on se sera assez dénigré parce qu'on est juste une nana. Ou si on dit une bêtise, en fait, ce sera normal parce qu'on n'aura juste pas besoin de retourner à notre cuisine avec une mini-jupe. Ouais. Donc, en fait, quel que soit ce qu'on dit, généralement, il y a toujours quelqu'un qui finit par dénigrer parce qu'on était une femme et pas parce qu'on a dit quelque chose. Et de ce point de vue-là, je suis pas sûr que les systèmes de jeu ou les prises de parole encouragent vraiment les femmes à prendre la parole dans les parties de jeux de rôle. En particulier si on considère les pratiques dans lesquelles, quand on est une femme et qu'on n'est pas capable d'avoir une voix grave. Je suis désolée, Fabien, mais je crois que dans le jeu de rôle, en fait, le problème n'est pas là. Je pense que ce qu'il faut, c'est vraiment définir qui prend la parole quand, sans dire si c'est une femme ou pas. En fait. La femme, elle devient joueur 1, joueur 2, joueur 3. En fait, le truc, c'est que dans le jeu de rôle, il faudrait que la femme soit juste un joueur 1 ou joueur 2 et que du coup, elle soit considérée par le maître de jeu ou par les autres joueurs dans les cas d'autorité partagée comme un joueur lambda et que du coup, il n'y ait pas besoin de préciser faut donner 30% de parole à la nana. Non, c'est juste un joueur et elle doit être traitée comme les autres. Le problème, c'est que, comme tu l'as dit toi-même dans le podcast sur la sexualité, dans les pratiques de jeu, il y a longtemps ça. Qu'on aurait pu aussi appeler le podcast jeu de rôle et genre. Mais ça, c'est un autre problème. C'est pas toi qui disais qu'il y avait une fois quelqu'un qui t'avait dit que comme t'es une fille, que t'as pas la voix assez grave. J'avais pas la voix assez grave pour faire maître de jeu. Voilà, c'est ça. Et à ce à quoi j'ai dû répondre quelque chose très sympa, genre ta gueule. Mais en fait, je pense aussi maintenant, c'est important que les hommes se rendent compte de ça, mais c'est aussi important, et je suis désolée de le dire, que les femmes aussi réagissent, parce qu'il y a pas mal de femmes qui, sans le vouloir, continuent en fait de laisser des personnes leur parler comme ça. Je veux dire, les femmes sont aussi les premières à devoir réagir, à ne pas perpétuer ce genre de choses. Mais je pense qu'on s'éloigne du sujet, en fait. Le deuxième point, on s'éloigne du sujet. Mais la question des femmes, de la place des femmes dans la société est éminemment politique. Le principe de ce podcast-là, pour moi, c'était pas les femmes et le jeu de rôle, c'est vraiment plus le jeu de rôle et la politique. C'est un aspect de la politique. C'est un aspect de la politique, mais c'était pas la politique. Moi, ce que je disais, la deuxième dimension où le jeu de rôle peut être conservateur, c'est dans le fait que et là je vais à nouveau bâcher du jeu de rôle traditionnel. Si tu as une relation, si tu acceptes la proposition selon laquelle le meneur de jeu a toujours raison, je trouve que c'est une proposition qui, si on la transpose d'un point de vue politique, est
Jacobine, plutôt conservatrice, quoi. On se plie à une autorité centrale. Olivier. Sauf que c'est pas une autorité centrale sans légitimité, comme certains gouvernements. C'est une autorité qui a été désignée par les joueurs autour de la table, qui ne doit son existence et qui ne doit sa place qu'au fait que tout le monde accepte de rester autour de la table. C'est une autorité qui est parfois même dévolue à celui-là parce que c'est celui qui veut bien s'en charger. Ouais. Il arrive que des joueurs préfèrent être dans la situation de joueur que de meneur de jeu, et donc que ce soit un consensus selon lequel cette personne-là le prendra. Moi, je fais un parallèle avec la tribu primitive archaïque traditionnelle, où tu as le chef qui est celui qui se dévoue, qui est désigné par la communauté pour le faire, et on considère que c'est aussi une charge, et en tant que tel, il est à tout moment révocable. Si on avait ça comme gouvernement, ça m'irait, hein. Si déjà je pouvais les révoquer quand je veux, s'il y avait ce genre de règles, je pense qu'on serait déjà dans un système fondamentalement différent. En même temps, d'être tout le temps en attente que ce soit quelqu'un qui confirme ce que tu dis, que ce soit quelqu'un qui te donne les renseignements, que ce soit quelqu'un qui valide ce que tu fais, c'est quand même une position qui politiquement est vachement passive, tu vois. Tu prends sans cesse des initiatives, tu as une confrontation au monde, et le meneur de jeu... Il y a quelqu'un qui la confirme, cette confrontation au monde. C'est pas tous les autres qui la confirment, c'est le meneur de jeu. C'est comme dire que l'arbitre au foot est totalitaire, il applique surtout. Moi, je pense que le meneur de jeu est lui-même tenu par la cohérence, et donc. Et puis, il faut pas oublier que le meneur de jeu dans le jeu de rôle traditionnel, s'il veut pas perdre sa table, il va quand même devoir se poser la question de savoir ce que ses joueurs veulent. C'est exactement ce que disait Olivier quand il disait que chac joueur peut à tout moment quitter la table. Et que si à un moment ou un autre, le joueur veut faire quelque chose que le maître de jeu lui dit non, mais que les autres autour de la table, il ne reçoit pas l'approbation, je pense que le maître de jeu, il va se sentir un peu pas bien dans ses baskets. La table de jeu de rôle, tu l'aimes ou tu la quittes. Non mais... Est-ce que ça veut dire que moi, si j'aime pas le gouvernement de la France, je suis obligé de quitter la France Olivier. C'est toi qui as dit tu l'aimes. Cédric, pendant qu'Olivier cherche sa réponse. Ouais, alors non. Si le dirigeant ne me va pas, c'est le dirigeant qui dégage. Normalement, c'est comme ça que ça devrait. Mais c'est effectivement ce qui se passe dans une table de jeu de rôle aussi. C'est le meneur de jeu qui se barre. Bien sûr, plus tard quand il proposera une partie, on sera beaucoup plus méfiant. Puis quand il proposera une partie, et puis ça se trouve, on jouera pas. Bon, je vois le parallèle que tu veux mettre en place entre finalement une espèce de monarchie ou une espèce de bonapartisme et puis le système du jeu de rôle. Mais force est de constater que le MJ il est devant ta gueule, quoi. Si tu veux lui défoncer son scénar, moi par exemple, je vis parfois des scénarios où les joueurs me disent à la fin, écoute, j'ai pas du tout aimé, le moment là tu m'as frustré, etc. C'est-à-dire que tu as le retour, tu prends la volée de bois vert en même temps, et donc tu peux t'adapter et remettre en question ton autorité. Disons que moi je préférerais à ce moment-là des jeux dans lesquels, évidemment certains jeux à autorité partagée, pas tous, dans lesquels les joueurs peuvent immédiatement donner leur retour et co-construire avec les autres la fiction, plutôt que... C'est également le cas dans une partie de jeu de rôle classique. Mais c'est surtout que toi, tu préfères les jeux de rôle à autorité partagée, mais c'est pas le cas de tout le monde. Il y a des gens qui ont des goûts différents, et c'est ça aussi la démocratie. Non, alors ça, c'est un peu... je suis désolée, mais c'est vrai. C'est pas parce que... moi, personnellement, je préfère les jeux de... Laisse-moi finir. Je préfère les jeux de rôle je préfère les jeux de rôle traditionnels où quand même le MJ doit nous laisser quand même la part belle à notre personnage, nous laisser décider ce qui va se passer. Toi, tu préfères les jeux de rôle à autorité partagée, et je pense que c'est bien s'ils existent tous, quoi. Enfin, je pense pas que parce que tu joues à un jeu de rôle traditionnel, tu sois pour la vision bonapartiste d'un sarkozysme à 10 balles, quoi. Attends, Flavie, tu vois, là tu es presque en train de me foutre en rogne. À aucun moment j'ai dit que si on joue du jeu de rôle traditionnel, on est un affreux fasciste et que tout le jeu de rôle traditionnel devait être je prends non, mais j'ai pas dit ça pour te mettre en colère. Hein, mais en tout cas, j'ai un peu l'impression que tu es en train d'essayer de me mettre en boîte. J'ai jamais dit qu'il fallait que le jeu de rôle traditionnel disparaisse et que c'était un truc. Enfin, faut pas caricaturer ma position. Ce que je dis, c'est que, à mon avis, les joueurs, ils sont plus passifs. Les joueurs sont plus passifs et ils sont plus en attente d'une validation. Et je préfère, si on veut aborder, surtout en particulier si on veut aborder des questions politiques et si on veut les aborder d'un point de vue émancipateur, des pratiques dans lesquelles on pousse les gens à prendre Excuse-moi, Fabien. Sauf si justement ce que tu veux dénoncer, c'est la pratique de l'autoritarisme. Typiquement,
Je citerai comme exemple My Life with Master. Tout à fait. Qui se sert du jeu de rôle, et je citerai Sens. Absolument. Qui se sert du jeu de rôle traditionnel pour émettre des propos politiques à travers justement le système du jeu de rôle classique. Et il n'y a pas que ça. Pour moi, Dogs in the Vineyard également, dans le rôle qu'il octroie à son meneur de jeu, est également enfin, le fait que tout te résiste jusqu'à ce que tu aies à utiliser la violence, parce qu'il y a un peu de ça quand même. Le but du MJ, c'est de pousser les gens à arrêter de toucher la crosse du flingue et puis à dégainer, à flinguer, à tout va. Donc c'est clair que là, le MJ tu vois, je pense qu'il y a une manière de faire porter des propos politiques au jeu de rôle classique. Et c'est génial parce que ça fait une super transition sur un truc, c'est que on a vu que le jeu de rôle avait un aspect politique dans son univers, dans le média lui-même. On a vu que dans la pratique, il amenait également de la politique. Et là maintenant, on peut faire une transition merveilleuse, c'est-à-dire que le système de jeu lui-même amène forcément, en fonction du design que l'on choisit pour son jeu, amène forcément des propos politiques différents. Système de jeu ou le propos? Est-ce que c'est d'abord le propos politique et puis le système de jeu qui vient le servir? C'est-à-dire qu'il me semble que le propos est en amont et que le système de jeu va être soumis aux propos de l'auteur ou du meneur. Ça dépend dans quel modèle on se situe. Typiquement, moi, j'avais un propos qui était de dénoncer la tyrannie, alors non pas de Louis XIV, mais de Dieu, d'accord, donc dans ce sens. Et du coup, j'en ai fait un jeu de rôle classique pour le faire. En fait, ça s'est pas vraiment passé comme ça. C'est-à-dire que je connaissais le jeu de rôle classique et j'avais l'impression que c'était un bon média pour parler de la tyrannie de Dieu. Mais aujourd'hui, par exemple, si je fais un jeu, je me pose toujours d'abord la question de mon propos et ensuite j'adapte en fonction du système. Typiquement, si c'est vrai que si ton propos c'est de montrer comment... Je sais pas, quel genre de propos on pourrait soutenir avec un jeu à narration partagée? N'importe lequel. C'est difficile à dire, il y a plein de choses. C'est comme si tu me disais qu'est-ce qu'on peut écrire dans un livre, quoi. Enfin. Oui, c'est ça. Donc tu trouves que le jeu de rôle à narration partagée est plus ouvert quand même en termes de propos et de problématiques abordables que le jeu de rôle classique. Donc tu vois. Tu vois, ça rejoint quand même l'idée de Fly, malgré tout. En même temps, je suis pas en train de disqualifier définitivement toute pratique de jeu de rôle traditionnel. Enfin, non. J'ai jamais dit ça à aucun moment. Bien sûr, mais tu trouves quand même, mais ça s'assume, moi je trouve comme propos, absolument. De dire le jeu de rôle à narration partagée ouvre des portes et peut-être plus de portes que ne l'ouvre le jeu de rôle traditionnel. Et moi, ça me dérangerait pas du tout. De la même manière qu'on peut dire la Super Nintendo ou la PlayStation 3 ouvre des possibilités en termes de game design qui sont supérieures à celui de l'Atari ST. Ça ne me dérange pas du tout. C'est-à-dire, c'est le jeu de rôle traditionnel, c'est notre histoire, ça fait partie de. On a pu défendre des problématiques avec lui. Aujourd'hui, pourquoi pas passer à la vitesse supérieure avec le jeu de rôle à narration partagée. Le problème, c'est cette notion de passer à la vitesse supérieure. Tu vois ? Je pense qu'il y a aussi une différence sur le fait que quand le meneur de jeu est présent, il est aussi capable d'adoucir ou de renforcer le débat là où il le juge bon dans un jeu traditionnel. Alors que dans un jeu à autorité partagée, une fois que l'auteur a calibré son propos, il ne nous reste plus qu'à l'exécuter, tomber dans ses pièges ou non, mais on ne dispose plus de la marge de manœuvre qui pourrait permettre de garder dans le champ du jeu un joueur qui sentirait que c'est trop que le propos est trop politiquement orienté pour lui ou orienté dans une direction qui lui convient pas. Il reste la possibilité d'arrondir les angles plus facilement, à mon avis, quand on est dans le jeu de rôle traditionnel. C'est une critique qu'on retrouve sous deux formules. C'est-à-dire que ça, c'est une critique qui est très souvent formulée par les joueurs traditionnels. Après, je te passe la parole, Fabien. Qui est que, on ne peut pas faire des campagnes, des jeux à narration partagée ou avec, en tout cas, un système de jeu fort parce que le jeu a été très bien codé par son auteur et donc nous oblige à faire quelque part à répéter toujours la même partie. C'est une première critique. Fabien, il va y répondre. Il fulmine. La deuxième critique, c'est l'idée de dire que puisque ce jeu nous amène à faire toujours les mêmes parties, c'est toujours le même propos qui va émerger et surtout on ne pourra pas isoler un propos qui pour ce soir ou pour un autre soir nous intéresse. C'est ça ? Et on ne pourra pas, en cours de partie,
s'intéresser à autre chose, rencontrer l'objection d'un joueur. Fabien n'en peut plus, mais je vais quand même. Attends, Fabien, il faut que tu laisses. Je vais quand même rajouter un petit quelque chose. Donc, ma technique, puisque finalement j'ai envie d'amener ça aussi, c'est ma technique dans le jeu de rôle. Si je veux amener un propos politique, c'est certainement pas de dire voilà, vous êtes les résistants et les méchants en face, eux ils pensent ça, vous pensez ça. Généralement, ça va être de les laisser décider, parfois en orientant, mais en ne les poussant pas trop fort dans le dos. D'accord. Parce que sinon, ils vont généralement complètement se raidir contre ce qui est en train de se faire. Ouais. Moi j'ai le cas dans le sens, j'ai problème dans le sens. Les gens, je les implique dans la résistance pour qu'ils combattent l'Empire et au final la majorité des joueurs décident de dire oui Solipsis, quel connasse, etc. Alors que je voulais en fait les faire, tu vois, c'est un jeu naïf, hein, il a été créé il y a 10 ans, voilà, mais donc tu vois je comprends d'autant plus que tu veux dire. Mais par exemple, imaginons qu'on est dans Shadowrun, il y a des émeutes, les émeutes des méta-humains ou des gens qui sont en train d'organiser toutes sortes de manifs, il y a un cadre politique comme ça dense. Je fais bien attention à pas dire à mes joueurs vous devez être dans le camp des méta-humains antiracistes qui vont faire ceci. Ils peuvent utiliser ce prétexte-là pour aller braquer telle usine, monter leur run en ayant rien à foutre, mais je vais toujours souligner les conséquences. J'ai eu une partie comme ça mémorable que j'ai envie de raconter où ils prennent la place d'un type pour entrer dans un lieu où ils seraient pas entrés sinon, mais le type risque de perdre leur travail, de leur fête. Et donc je montre toutes les conséquences sociales pour ce gars-là au travers du fait qu'il l'espionnent. Et donc les joueurs ont commencé à se prendre une préoccupation pour ce type-là et ça a réorienté le run de Shadowrun complètement différemment. Tout ça pour dire que notre rôle c'est de montrer les conséquences, de créer un environnement politique en tant que meneur. Notre rôle, à mes yeux, notre rôle en tant que meneur dans un jeu de rôle traditionnel, c'est, et à condition qu'on veuille soutenir un propos politique, c'est de créer cet environnement où le propos politique est là, où il y a les dockers et que les dockers se battent, où il y a les différents mouvements, où il y a les différentes assos, où il y a les gens qui se bougent, mais jamais, à mon sens, pousser les joueurs dans le dos. On peut le faire, mais c'est une technique qui n'est pas la mienne parce que on risque un raidissement très important. Fabien. Bon. Je reviens à ce qui a été dit tout à l'heure à propos des jeux de rôle à autorité partagée et je tiens à préciser que je pense que ce qui a été dit est profondément faux. Il y a énormément de choses à dire. D'abord, il faut bien préciser qu'on parle de jeux de rôle, pas de machines à saucisses. C'est-à-dire, on pourra faire un podcast sur les machines à saucisses, mais c'est une image fausse et à mon avis mal renseignée des jeux de rôle à autorité partagée que de dire que c'est des jeux de rôle qui ne mettent que des contraintes sur les participants. Au contraire, ce sont des jeux qui ne font que ouvrir des espaces de possibilités. Ce n'est pas parce qu'il y a des contraintes qu'il n'y a pas de liberté. Au contraire, voilà. C'est ce que tu veux exprimer. Je pense aussi que les gens ont cette idée-là parce que je pense que les premiers jeux de rôle à autorité partagée qui sont arrivés en France n'étaient peut-être pas forcément les meilleurs. Et Absolument. que du coup, ceux qui ont été testés étaient en gros des grosses machines à saucisses. Ça, je suis tout à fait d'accord avec quand on joue à Dogs in the Vineyard, on a quand même une autre vision que pour certains premiers jeux. Je pense Penny for My Thoughts, des choses comme ça, qui pour le coup sont certes des vraies machines à saucisses. Certes, on passe un bon moment, mais j'ai pas du tout envie d'y rejouer une autre fois. Voilà, c'est ça. Ça n'est que des contraintes en fait sur l'imagination des joueurs. Je suis d'accord avec Fly. Maintenant. Il faut aussi préciser qu'à mon avis, ce que disait Olivier tout à l'heure est une vision de meneur. Bah oui, j'ai bien précisé. Notre but, j'ai bien précisé à chaque fois, en tant que meneur, les auditeurs pourront contrôler. Dans un jeu de rôle à autorité partagée, s'il est bien foutu, donc si c'est pas une machine à saucisses, et s'il est bien fait en soi, hein, même, parce que être un jeu de rôle à autorité partagée, ça signifie pas que c'est un bon jeu. Non. Il faut... Certes, le meneur de jeu propose un propos qui peut être politique ou autre, mais chaque participant, et pas seulement le meneur de jeu s'il y en a un, peut pousser la problématique dans une certaine direction, l'éprouver au double sens de ressentir, mais aussi d'éprouver dans le sens de mettre à l'épreuve. Tester les limites. L'exemple typique, c'est Dogs in the Vineyard. Si, par exemple, comme moi, on pense que on n'a pas à mourir pour des idées,
Udi Brassens, et que il n'y a pas de commandement divin qui vaille de perdre la vie, on va pouvoir le jeu va pouvoir interroger ça. Mais va pouvoir l'interroger pour chacun des participants va pouvoir approcher la problématique qui est proposée par le meneur de jeu à sa sauce. Dans un jeu de rôle, ce qu'il ne faut pas oublier dans un jeu de rôle traditionnel, c'est que c'est le meneur qui amène les problématiques à travers ses... Il les sélectionne. Il les sélectionne, ok. Parmi celles qui sont disponibles dans le... C'est ce que disait Olivier. Sauf qu'avant la partie... il ne les a pas choisis en amont. Durant la partie, il les voit émerger et se dit, tiens, on va sélectionner ça. Et encore, si c'est un meneur d'exception, comme vous quatre, grosso modo. Hein. Non mais c'est toujours ça aussi. Oui, je sais très bien. Enfin, je suis tout à fait conscient. Encore une fois, moi, j'adore. Enfin, j'ai passé des années à faire du jeu de rôle traditionnel et j'ai adoré. J'ai eu beaucoup de plaisir à les faire. J'ai eu de très mauvaises expériences aussi. Et je sais très bien qu'avec un excellent meneur de jeu, on fait d'excellentes parties. Mais je prétends aussi qu'avec un jeu de rôle à autorité partagée moyen, on fait d'excellentes parties. On n'a pas besoin d'avoir des gens fabuleux autour de la table ou qui ont beaucoup d'expérience pour le faire. Donc, c'est pour ça que je veux pas non plus... soutient qu'on a besoin de gens fabuleux et que le jeu de rôle va nous en produire. Alors, si tu dis les jeux de rôle à narration partagée, on n'a pas besoin de gens fabuleux, il sera déçu. Ça va peut-être leur apporter à eux Sans compter que dans Polaris, dans Apocalypse World, dans tous les jeux qui me viennent à l'esprit en ce moment, la plupart des gens vont te dire que c'est les joueurs qui doivent contribuer vont souvent estimer que c'est une tâche difficile. Ce qu'il y a, c'est que... Vas-y, Fly. Ce n'est pas parce que c'est une tâche difficile qu'elle n'est pas amusante ou qu'elle n'est pas bonne à faire. Je suis d'accord avec Fly. Évidemment. C'est trop bien, on va faire une soirée. Non, mais 100% d'accord. Attendez, je précise ce que je viens de dire. C'est juste, tu nous dis, pour un jeu de rôle traditionnel, il faut que le meneur de jeu soit quelqu'un d'exceptionnel. Je vais te répondre que pour beaucoup de gens qui regardent les jeux à autorité partagée de loin, ils ont le sentiment que pour faire une bonne partie à oui, mais c'est faux. Une bonne partie à Polaris, il faut que tous les joueurs autour de la table soient exceptionnels. Et c'est, je pense, l'argument du Grom, si je me trompe pas, mais c'est simplement pas vrai. Croc aussi qui dit je sais qu'à ma table tout le monde ne peut pas être super à l'aise dans la narration. C'est des avis qui sont à mon avis pas renseignés. Eh ben dans Polaris c'est quand même difficile. Et j'estime pas que c'est quelque chose que tu. Après on pourra parler. Ouais. Vous voulez intervenir? Il y a nombreux exemples où tu peux dire quand même que tout le monde a intérêt à la table d'avoir une certaine capacité à participer à la narration et à être créatif. Dog, c'est le contre-exemple même. Mais Dog, je trouve que c'est beaucoup sur les épaules du meneur de jeu. Fly. Alors, moi, j'aimerais revenir sur cette idée de faut être exceptionnel, blablabla, blablabla. Ce qui pose souci souvent et que j'ai entendu pas mal sur les conventions, c'est que les gens ont l'impression, et pour certains ils ont raison, qu'il faut se taper, et c'est ce qu'ils aiment pas, entre guillemets, alors la base ou le livre de jeu, avant de pouvoir jouer à un jeu à narration partagée. Moi, c'est ce que j'entends. Et je peux comprendre que des gens détestent ça. Mais jeu de rôle classique, c'est pareil, tu dois lire la base. Bah, pas forcément. Non, moi, à chaque fois que j'ai joué à un jeu de rôle traditionnel, c'est le maître de jeu qui m'a expliqué les règles. Oui, d'accord. Oui, mais c'est vrai aussi dans le jeu à autorité partagée. Il y a toujours quelqu'un qui apporte le jeu. Oui, qui apporte le jeu. Mais moi, de ce que je te dis, de ce que j'entends sur les conventions, c'est que les gens ont l'impression que pour pouvoir jouer, il faut que tout le monde ait eu les règles. Ah oui, c'est vrai, j'entends souvent ça. Et que du coup, c'est ça aussi qui bloque beaucoup parce que les gens n'ont pas forcément envie de lire. On dérive un peu vers un procès des jeux de rôle à autorité partagée, moi je veux bien, mais on le fera plus tard. On commençait. D'une part, j'exige de pouvoir être préparé, et d'autre part, j'exige de pas être à 4 contre 1. Je suis pas contre toi. Même si je préfère le traditionnel, moi j'aime beaucoup les jeux à autorité partagée, donc je suis pas en train de faire le procès. Je dis juste que quand on parle de jeux de fabuleux, etc., je pense que c'est faux. Alors moi j'aimerais revenir à... 2 secondes, je pense que c'est faux. C'est faux quand on dit que il faut être exceptionnel ou tout ça quand on joue au jeu de rôle. Ce qu'il faut, c'est être un groupe qui est d'accord avec ce qu'il va jouer. Ça, c'est vrai. Alors, j'aimerais revenir sur quelque chose qu'Olivier a dit et sur laquelle on n'est pas revenu. Par rapport au jeu de rôle traditionnel, et c'est une critique qu'on a entendue d'ailleurs au sujet de Monostatos, une critique qui a été formulée par Stéphane Gallet, qui dit... Gallo ou Gallet, je sais jamais. Stéphane Gallo. D'accord. Oui, Stéphane Gallo, pas Stéphane Gallet. Stéphane Gallo, qui disait que... Je sais pas qui
Alors, Stéphane Gallet, c'est un des membres de Gallo, c'est un des membres de Casus Belli, le rédacteur en chef, et qui disait sur un des podcasts de la cellule que Monostatos, il l'avait lu, et que la note d'intention nuisait au jeu dans la mesure où elle orientait chaque partie du point de vue politique dans le sens que toi, Fabien, tu avais mis. Sous-entendu, le système de jeu est tellement bien fait qu'il oriente les joueurs qu'il donne aux joueurs une position qui est déjà politisée. Donc, je vais jusqu'au bout. Donc, du coup, les joueurs n'ont pas à faire le choix politique. Ils entrent en jeu directement avec un choix donné. Et tu l'as dit, ça, Olivier, c'était sous-entendu dans ce que tu disais tout à l'heure. C'est-à-dire que dans le jeu à narration partagée, très souvent, le système implique en amont que les joueurs prennent des positions politiques qui sont prises a priori par le système de jeu. Et donc, puisqu'ils ne font pas eux-mêmes le choix, ils sont dépossédés de leur liberté et donc on ne peut pas dire que ce sont des animaux politiques et donc on ne peut pas parler de politique. Si on n'a pas le choix de choisir un propos plutôt qu'un autre. Ça aussi, je trouve que c'est une critique qui est... J'ai rien contre Stéphane Gallo, hein. Je sais pas, et je suis pas en train de défendre particulièrement mon bébé. Il est grand maintenant, il vit sa vie. Alors, non, mais c'est l'idée il a un appartement, il a son studio, c'est bon. Je parle même pas de Monostatos, si tu veux. D'accord, mais enfin, il généralisait ça à de nombreux jeux de rôle à narration partagée. Bon, mais toujours est-il, je crois que c'est une critique qui à nouveau n'est pas renseignée parce que disons que quand tu conçois un jeu, tu peux avoir plusieurs choix possibles. Un choix, comme dans la plupart des jeux de rôle à autorité partagée, et là, à mon avis, c'est là que la critique est fausse. Elle est potentiellement vraie pour Monostatos, mais elle est fausse pour beaucoup de jeux de rôle à autorité partagée. En particulier, si tu soutiens une démarche créative narrativiste, tu vas pouvoir interroger la problématique que propose l'auteur, pardon. Si par exemple on reprend l'Eternal Dogs in the Vineyards, tu peux à aucun moment Vincent Baker te dit il faut sortir son flingue pour que les gens on est tout le temps en train d'interroger cette idée de dire alors est-ce que tu vas prendre dans la tronche, jusqu'où tu vas aller maintenant. Donc il y a tout ce choix-là de simplement poser la question et laisser les joueurs y répondre, et qu'ensuite le système de jeu amène les joueurs à explorer les conséquences de leurs actes, de leurs choix effectivement, et donc de questionner leur choix en permanence. Maintenant, ce que j'ai choisi pour Monostatos, et je l'assume pleinement, ça n'est pas du tout de laisser un choix aux joueurs. C'est-à-dire, je leur dis pas du tout est-ce qu'il vaut mieux être dans une société bourgeoise sécuritaire ou vivre en rebelle anarchiste, grosso modo. Au contraire, je propose ce que je disais au début du podcast, une alternative. C'est-à-dire, on est tous plongés dans une société bourgeoise, démocratique, industrialisée. Enfin bon, tu peux l'appeler comme tu veux, mais enfin moderne, occidentale, moderne, postmoderne, enfin consumériste aussi. Donc, ça c'est quelque chose qu'on connaît par cœur. Mais j'ai trouvé en revanche que c'était beaucoup plus intéressant que d'avoir dans ce jeu, plutôt que de dire faites le choix, de dire mettez-vous dans la peau de quelqu'un qui refuse cette société, faites cette expérience, essayez cette alternative. C'est bien pour ça que je cite Herbert Marcuse et l'homme unidimensionnel à la fin de Monostatos. Et tout le système va vous inciter à faire des efforts d'imagination pour trouver des arguments, et va vous récompenser si vous arrivez à en trouver et à prendre cette position. C'est notamment pour ça que, par exemple, dans Monostatos, quand tu trouves des arguments contre les prêtres de Monostatos, tu gagnes des points de puissance. Flavie, tu voulais intervenir ? Oui, moi je voulais parler un peu plus avant du propos, parce que justement, je pense que le propos, c'est un des trucs les plus importants qu'il y a à mettre dans un jeu de rôle, en fait. Dans un livre de jeu de rôle. Pourquoi ? Parce que de toute façon, autour de la table, les joueurs feront bien ce qu'ils voudront. Mais je pense qu'il est important que les auteurs précisent quelle idée ils avaient en tête quand ils ont fait leur jeu. Oui. Parce que c'est tout bête, mais si on fait un jeu, c'est qu'on le fait pas juste pour que ça donne n'importe quoi. On a un truc en tête. Oui. De toute façon, autour de la table, les joueurs auront leurs propres idées, et de toute façon, le jeu et l'univers vivra de lui-même. Mais c'est important. Ça, je suis entièrement d'accord avec toi, Fly. Mais c'est pas ici, c'est pas le problème. Le problème, c'est que si tu donnes à tes joueurs une position directement,
Si tu, par exemple, typiquement, Fabien dit, mon but, c'est de mettre les gens dans la peau de... Je suis pour ça, moi. Oui, non, mais je suis d'accord. Ouais. On est d'accord là-dessus. Mais le truc, c'est que la critique, elle est là. C'est de dire que si tu dis, je vais mettre les gens dans la peau de quelqu'un qui se révolte, mais que tu ne lui laisses pas le choix de faire le choix de prendre la personne qui se révolte ou le prêtre de Monostatos, du coup, ce n'est pas de la politique puisque tu l'as mis directement dedans. Tu vois, je sais pas comment dire. Pour moi, en fait, c'est une expérience de pensée qui est proposée. Donc, Merci. de toute façon, le problème là n'est pas de savoir ce que tu vas choisir. Le problème est de savoir. Tu ne peux pas faire. Laisse-moi finir. Le problème est de savoir si tu vas aimer ou pas. Mais là, je pense que le procès d'intention qui était fait sur le propos, c'était qu'en gros, il faut pas mettre de propos parce que sinon, on laisse pas le choix aux joueurs. Et moi, je pense que c'est d'accord. faux. Ça c'est vrai, d'accord. Ok. Je pense que même si on écrit le propos dans un livre de règles, je pense qu'on laisse qu'on écrive le propos dans un livre de règles ou qu'on mette les joueurs dans une certaine position dès le début, comme tu l'as fait dans Sens. Ça n'empêche pas les joueurs. C'était une erreur. Mais moi, je trouve que ça n'empêche pas les joueurs. Je vais arrêter de parler de Monostatos, on va critiquer Sens maintenant. Puisque sinon, le pauvre Fabien, il va moi, je vais dire pourquoi, je voudrais juste terminer là-dessus. Je vais dire pourquoi j'ai voulu mettre cette note d'intention. Tout simplement pour que les gens puissent utiliser Monostatos au mieux. Oui, non, mais je comprends, mais on a bien compris ça. Puissent exploiter le plus rapide. C'est pour eux, en fait, pour qu'ils puissent exploiter au plus rapidement le potentiel du jeu. On a très bien compris ça. Il y a de nombreux podcasts de la cellule à ce sujet. C'est pas ce que je veux dire. Ce que je veux dire, c'est que moi, par exemple, dans ce sens, j'ai voulu faire en sorte que mes joueurs deviennent des personnages résistants contre un certain type de tyrannie. Et donc, pour ce faire, je les ai invités à jouer des résistants. Résultat, l'intégralité ou une grande partie des joueurs détestent Solipsis et finalement vont faire le choix dans Sens Cosmo de s'allier à Miphos. Alors, là, le problème, il est là. C'est que quand, en tant qu'auteur, tu ne donnes pas le choix à tes joueurs de jouer des résistants, ou de jouer des impériaux, du coup, ils prennent systématiquement le contre-pied de ce que tu leur proposes. Et donc, alors après, voilà, l'expérience de pensée n'est pas complète si tu ne fais pas à un moment donné le choix d'incarner tel ou tel archétype. Si on te dit tout de suite tu es un résistant, ça ne fonctionne pas parce qu'il faut faire le choix. C'est ça que j'essaye de dire. Après, c'est peut-être pas vrai ce que je dis. C'est ce que j'essaye de dire. Et je sais même pas d'ailleurs si je soutiens ce que je dis. C'est juste l'argument que j'essaye d'exposer et de voir comment on peut le démonter. Pour l'instant, votre seule réponse, c'est de me dire c'est important d'écrire le propos. Oui, vous ne répondez pas au problème. Le problème, c'est oui, c'est important d'écrire le propos, mais est-ce qu'on le sert au mieux en faisant en sorte d'imposer à ces personnages, à ces joueurs, de jouer des personnages qui le soutiennent d'emblée? Cédric et après Olivier. Bon, première chose pour Sens, là, faut arrêter les fantasmes comme quoi tous les joueurs vont suivre Miphos. Ça, c'est comment dire? C'est parce qu'il y a eu des expériences. Il y a beaucoup de gens qui détestent Solipsis. Énormément. Solipsis, oui, mais incarne l'esprit résistant. C'est normal qu'il incarne l'esprit résistant. Ça dépend de quel esprit résistant on a. Mais bon, faut arrêter avec ce fantasme-là parce que Miphos. Enfin, voilà, moi j'ai eu, 22 joueurs. 22 joueurs, c'est Miphos, c'est hors de question, quoi. Enfin. Voilà, c'est donc bon. Okay. Bref, c'est un détail, mais bon. Quant au propos, il faut savoir aussi qu'il y a quand même un contrat social qui est passé avec tes joueurs. C'est une expérience de pensée que tu proposes. Je veux dire, voilà, la réponse. Tu vas jouer un résistant contre telle forme. Ok, maintenant tu joues ou tu joues pas. T'es libre, tu fais ce que tu veux. Mais en tout cas, moi je te propose ça. Donc le joueur accepte d'incarner ça. Après, ça peut être sous différentes formes. Oui, mais du coup, ce n'est pas le jeu de rôle qui le change. C'est le fait qu'on lui propose de jouer ces personnages. Tu comprends ce que je veux dire ? Oui, non, mais ça, je suis bien d'accord. Mais c'est quand même le jeu de rôle. Enfin, c'est le fait d'incarner ce personnage-là. Mais toi, le média que tu choisis, c'est le jeu de rôle. Ça mais non, parce que la personne qui veut pas l'incarner, la personne qui veut pas se révolter, elle va pas jouer à Monostatos. Voilà, donc du coup, t'auras pas insufflé davantage la révolte dans la société. Si, parce que Fabien. Que ce soit pour Sens ou pour Monostatos, quelqu'un qui était déjà prédisposé, c'est comme n'importe quel bouquin de critique du capitalisme. Quelqu'un qui n'est pas intéressé n'ouvrira jamais ce livre, mais quelqu'un qui est intéressé pourra le lire, s'en imprégner et se renseigner, se nourrir, se construire avec ça. Et c'est exactement pareil avec des jeux de rôle d'ordre politique. C'est pour ça qu'à mon avis, les deux positions, que ce soit questionner la problématique ou l'amener comme une expérience de vie et de pensée, sont des positions qui sont valables. Olivier. Moi je sens
point de vue se rejoignent totalement. Je pense qu'il y a aussi une mécompréhension parce que toi tu te sentais en train de défendre le jeu de rôle à narration partagée, alors que moi j'avais l'impression d'être le dernier défenseur du jeu de rôle traditionnel, tu vois. Donc on partait chacun de notre point de vue. Et mon propos c'était de dire que le jeu de rôle traditionnel permet certaines choses, et je ne suis pas sûr que le jeu de rôle à narration partagée permette ces mêmes choses très précises. D'accord. Sachant qu'il y a plein de façons de faire du jeu de rôle politique, que je pense que placer les joueurs dans une situation où ils sont déjà résistants, c'est une expérience éminemment politique. Effectivement, sur le moment, ils l'acceptent au moment du contrat social, mais c'est surtout à travers un vécu qu'il se transforme. Et j'ai envie de vous raconter très rapidement une anecdote sur le fait que on avait accompagné une marche de sans-papiers à travers, disons, on va dire, un pays. On s'arrête à un moment dans un centre où le curé des lieux avait invité les gens à être présents sans les avoir prévenus du fait qu'il y aurait des sans-papiers. Donc sa communication était ultra mal foutue. Les gens auxquels on s'est trouvé confrontés ont commencé par tenir des propos racistes très durs, très durs. Et ils refusaient que leurs enfants mangent avec les enfants des sans-papiers. Ils ont tenu un langage très dur en face d'eux. Et au fur et à mesure que le repas s'est fait, il y a eu un espèce de concours de chant. Alors d'abord c'était un Iranien qui lançait un chant là-dessus. Le Belge voulait pas se sentir trop lâché, du coup il relançait son chant à lui parce que sinon on avait perdu. Et puis la balle passait comme ça. Et à la fin de cette soirée qui a été très longue, il y avait des moments de très grande fraternité. On avait une espèce de livre de voyage dans lequel ils nous ont laissé des messages comme quoi ils seraient présents à la manifestation le jour où on arriverait à la capitale. Et ces gens ont été effectivement présents. Qu'est-ce que j'en ai tiré comme idée ? C'est que tu peux convaincre les gens rationnellement, c'est rarement ça qui va les rapprocher de la militance. Tu peux les persuader au travers de l'expérience, leur faire vivre quelque chose de profond, et c'est souvent ça qui va les rapprocher d'une ouverture sur un combat politique. Donc je suis tout à fait favorable à l'idée de faire jouer aux joueurs des résistants immédiatement, faire jouer aux joueurs des rebelles dans Star Wars tout de suite, et ainsi de suite. Ça me semble être effectivement un contrat social intéressant. Ce que j'essayais de dire, c'est que j'avais l'impression que le jeu de rôle traditionnel me permettait une chose, qui était, on pourrait appeler ça un piège, comme toi tu fais un piège avec sens. Le piège, qui n'en est pas un, parce que je veux justement pas les piéger, je leur dis ouvertement, voilà les thèmes que j'envisage d'aborder au début, et c'est ça le seul biais que je leur donne. Je leur dis aujourd'hui, ce serait pas mal, j'envisagerais que la partie soit à propos du racisme, et donc du nouveau, je vais me retrouver avec des gens qui vont créer des orques, des trolls et tout ça, si on est un Shadowrun, parce que j'ai cette partie-là en tête, donc je reprends cet exemple-là. Et jamais je vais les pousser, et ça va créer une situation très intéressante où il va pouvoir y avoir une évolution et effectivement ce basculement dans un moment où ils décident sans aucune pression, même de la part du système, puisque le seul aspect de système, c'est que j'ai dit au début de la partie que ce serait intéressant qu'on aborde cette problématique, et l'autre aspect de système, c'est que dans l'univers, je mets des problématiques de cet ordre. Mais je prévois qu'une partie puisse se passer, être fonctionnelle, agréable et tout ça, si les joueurs décident de se désintéresser du questionnement politique dans la partie, pour leur laisser un champ très très ouvert qui fasse que le propos politique n'arrive pas du tout comme quelque chose de forcé. Et je pense que pour certains joueurs bien précis et pour ma façon de faire jouer, donc c'est vraiment un cas spécifique, je pense que c'est une opportunité spéciale et très efficace. Et je suis pas sûr que les jeux à narration partagée puissent permettre ça, mais je sais pas si on doit refaire tout ce débat-là. Ouais, donc du coup, je suis pas sûr. Enfin, non, mais j'ai dit ce que, enfin, j'ai dit ce que t'avais à dire. Voilà, j'ai posé ma position. Alors, voilà, j'ai pas besoin d'avoir absolument le dernier mot à chaque fois. Je pense vraiment qu'on a bien vu comment le système de jeu employé, c'est-à-dire soit adapté comme Fabien, Fred, la narration partagée ou le jeu de rôle classique comme moi et Olivier par exemple, ça implique des problématiques politiques différentes. Ça c'est clair et net. On voit bien que on peut pas parler des mêmes choses parce que ce sont deux outils différents. Hein. On peut pas visser avec un marteau. Et donc voilà, il y a des choses différentes qu'on peut aborder avec ces deux médias. Après, Cédric, tu voulais ajouter quelque chose ? Ouais, très rapidement, parce qu'on parlait d'expérience de pensée tout à l'heure, et c'est vrai qu'on disait, voilà, si tu joues un résistant, tu vas te mettre dans la peau d'un résistant, d'accord. Autre expérience de pensée très intéressante, c'est mettre le joueur dans le cas d'un salaud fini, quoi.
C'est l'espèce d'intolérant. Je sais pas, moi, tu vas jouer un puissant, tu vas jouer et où tu vas te retrouver en fait confronté à des dilemmes moraux, à savoir ah ouais, moi j'ai la puissance de faire ça, mais est-ce que moi en tant que joueur, je me sens le droit de le faire. Donc il y a aussi cette expérience de pensée là où tu joues pas le rôle du résistant, tu joues le rôle du connard, et voilà, et tu t'es confronté à tes propres dilemmes. Flavie. C'est cool parce que ça va rejoindre ce dont j'avais envie de parler après la discussion de tout à l'heure, c'est à savoir comment donner une position à ces joueurs, une position de départ politique à ces joueurs au début. Parce que quelle que soit la position qu'on va te donner, c'est dans la nature humaine, on va forcément questionner d'autant plus dans un jeu de rôle, si sa position est la bonne. Et je pense que ça explique aussi pourquoi de nombreuses personnes, tu disais, rejoignent Mythos, parce qu'il y a il y a aussi une raison historique du jeu de rôle, c'est que le premier commanditaire, c'est toujours le traître à la fin. Et du coup, les gens suspectent automatiquement les premières personnes qui te donnent des ordres de trahison, quoi. Mais du coup, je pense qu'on peut vraiment se baser sur ça pour, si on veut amener des joueurs à se questionner sur quelque chose, en faire une force pour créer un jeu de rôle. Mais par contre, donner à des joueurs la possibilité d'incarner plein de positions politiques différentes, ça pose une autre question qui me paraît difficile, c'est comment faire une table qui va tourner avec une table qui va tourner s'ils sont tous dans des camps différents. Non, c'est pas, tu fais pas une même table. Tu donnes le choix. Par exemple, tu fais Monostatos, tu aurais deux jeux. Tu aurais un jeu qui te propose de jouer les gens de Monostatos et un jeu qui te propose. Et au début, tu demandes aux gens, alors toi, tu as plutôt envie de jouer à quelle table, etc. Par exemple, dans ces cas-là, c'est deux jeux différents. C'est plus du tout le propos de Fabien. Hein. C'est plus du tout Monostatos dont on est en train de parler là. Mais tu vois, voilà, c'est l'idéal un petit peu que pourraient avoir les gens qui défendent les arguments que j'ai essayé de défendre tout à l'heure. Et ils sont nombreux. C'est des arguments que j'ai lus, que j'ai entendus sur des conventions, sur des forums. Donc voilà, c'est pas non plus anodin. Donc on a vu que le système de jeu était important pour le soutien politique. Est-ce que vous pensez qu'un système de résolution peut être important pour élaborer un propos politique? Et si oui, comment? Terriblement, surtout à condition de vouloir faire vivre une expérience précise. Et là donc, je pense à un cas spécifique. Si la joueuse nous écoute, elle se reconnaîtra. Il y a eu une situation où je faisais jouer à mes joueurs des journalistes et il y avait tout un système de règles pour la situation où ta caméra est en train de tourner et les images qu'elle envoie ou non. Et à un moment, les joueurs se retrouvaient privés de leur caméra, directement pris à partie dans la situation concrète. Et alors, elle n'arrêtait pas de dire à cette partie, en ce moment-là dans la partie, quand elle a pris conscience qu'elle n'était pas seulement celle qui assistait à la scène de violence, mais qu'elle en était devenue partie prenante et qu'elle n'était d'ailleurs plus journaliste en ce que sa caméra n'était plus là. Elle disait, mais on ne joue plus au jeu. Et ce sentiment-là, c'était celui que j'avais voulu susciter justement en prévoyant des règles autour de la caméra et en un moment les balayant de la table quand on arrivait à un certain niveau de menace ou en tant que journaliste, elle se retrouvait directement. Là, c'est intéressant dans ton exemple, c'est que c'est l'absence du système de résolution qui provoque finalement l'émergence du propos. C'était un aspect du système de résolution. Quand on arrivait à un certain niveau de menace, tout ça c'était... Sachant que la caméra, c'est tant qu'elle tourne, vous êtes en sécurité parce que vous avez l'antenne. Voilà, je leur avais bien dit que ça diffusait en streaming et tout ça, qu'on n'oserait jamais s'attaquer à un journaliste, blablabla. Et donc ils pouvaient rationaliser de cette façon-là aussi longtemps que la caméra tournait. Et à un moment, la caméra, on s'en fout. Parce que les autorités en avaient eu marre qu'on les emmerde avec des petits films de propagande. Ils avaient coupé le contact avec le serveur et on se retrouvait dans une situation où ils devaient lutter pour leur vie et ils étaient directement concernés par les situations qu'ils constataient. Flavie. Ouais, je pense que le système de résolution est important puisque si pour que quelque chose, une action soit acceptée, il faut lancer un jet de dés ou s'il faut que tous les joueurs autour de la table soient d'accord avec cette action, on n'est pas du tout dans le même cadre. Je pense qu'on peut faire carrément vivre une expérience politique à ces joueurs en choisissant comment une action va être validée ou pas. Carrément. En fonction de ce qui résiste. J'invite d'ailleurs les auditeurs à écouter le podcast enregistré sur le système de résolution où cette problématique apparaît. Et puis évidemment, dans ce qui résiste aussi, on pourrait parler juste un petit peu, parce qu'on avait dit que ce serait un podcast sur le jeu et la politique, et puis finalement on voit bien que le jeu de société, on l'a un peu occulté pour parler vraiment du jeu de rôle
particulièrement. Et le jeu vidéo, on l'a un petit peu occulté aussi, mais par exemple, c'est très important dans le gameplay d'un jeu vidéo. Selon ce sur quoi tu as l'interaction, les choix du joueur vont être différents, les choix éventuellement moraux ou les choix stratégiques, etc. vont être différents, et donc forcément le propos politique s'en ressentir. Mais bon, on va pas rentrer maintenant. Je pense qu'il est un peu tard dans ce podcast pour commencer à parler du jeu vidéo. Ce sera peut-être l'objet d'un futur podcast, éventuellement. On pourra essayer d'inviter des spécialistes de la thématique pour en parler. Je pense déjà qu'on a fait un bon tour de la question. Olivier, est-ce que tu avais des choses à ajouter? Parce que je te vois avec ton petit calepin noter des choses depuis tout à l'heure. Non, c'est bon. Ça y est, on a fait le tour. Je pense qu'il y a assez à redire pour une autre fois, peut-être sous la forme d'un garage pour dire des choses plus techniques sur comment est-ce qu'on va inspirer de la politique dans le jeu de rôle de manière vraiment pratique. Là, on a dit le pourquoi ou la généralité. Voilà. On a évoqué la généralité de la thématique. Mais non, le comment faire au niveau presque mécanique, ce serait intéressant à creuser. Et en tout cas, je l'écouterai aussi avec plaisir parce que je pense qu'on manque de mécanique de ce point de vue-là et toutes les réflexions seraient bonnes sur ce plan. Cédric, est-ce que tu as un dernier point à aborder sur ce sujet ? Moi, je trouve qu'il y a un sujet, peut-être un truc qu'on n'a pas assez abordé, c'est le côté, le jeu de rôle nous apporte des qualités personnelles qui sont des qualités politiques. Le côté s'adresser en société, bien parler, etc. Je me demande pourquoi tu me prends à partie. Parce que par exemple, toi, Cédric, c'était le premier à soutenir ce genre de choses, que le jeu de rôle libère la parole, permet de bien s'exprimer, d'améliorer son français, et ça, c'est important aussi pour la politique de bien parler. C'est le côté évidemment formateur, le côté pédagogique qui m'intéresse aussi dans le jeu de rôle. Donc, hors le propos, il y a également la forme. Et c'est vrai que le jeu de rôle, pour ça, est le meilleur jeu au monde. Hein. Je veux dire, il y a pas mieux. Jeux vidéo, jeux de société ou autres, j'aime beaucoup, je pratique. Mais c'est vrai qu'à côté de ça, au niveau formateur, ça va se coucher, quoi. C'est vrai que moi, j'ai joué à Guenis pendant très longtemps. Le fait de jouer à Guenis, c'est vrai, et le fait de jouer à Saint-Seiya, on le rappelle jamais assez, a énormément libéré ma parole. C'est-à-dire que je suis capable de tenir un discours construit pendant des heures, je suis capable de parler à des milliers de personnes. Ça te fait plus peur, quoi. Alors qu'avant, ça t'aurait fait peur. Alors que oui, avant ça m'aurait fait peur. Enfin, avant, j'étais tétanisé, j'ai eu ce genre d'expérience, c'était très difficile. Parce que apprendre à parler dans un groupe de jeux de rôle, on s'aperçoit assez rapidement qu'après, le groupe, on peut l'étendre très très rapidement et ça pose pas de problème. C'est-à-dire que qu'on parle devant 5 personnes ou qu'on ait tout à coup un millier de personnes devant nous, non, Olivier, tu as l'air de tiquer. Non, d'autant plus que dans le jeu même, il y a peut-être 10 000 personnes, ce qui te familiarise avec l'idée. Ouais. Je pense aussi à un pote qui était effectivement qui avait vraiment une très grande timidité. Et qui à un moment a interprété pendant 3 ans un pirate italien sanguinaire, mais qui devait passer son temps à donner des corrections à ses hommes, à les tenir sur ce bateau. Il y avait des risques de mutinerie à chaque instant. Et puis on a pris des cours de théâtre ensemble, alors que a priori c'était pas son inclinaison à la base. Et au tout début, quand il devait prendre la parole en public, il reprenait l'accent italien de son personnage. Ah ouais, ça super. Amusant, ça c'est de la super. C'est énorme. Ouais, c'est vraiment énorme. Mais je pense qu'il faut vraiment insister sur ce côté formateur, quoi. Après, ce n'est pas seulement pour la politique. Je pense que pour moi, c'est plus de la rhétorique. C'est vraiment pour une formation qui est extraordinaire, quoi. Ouais, pour la vie en société, tout simplement. Fabien, est-ce que tu aurais quelque chose à rajouter sur ce point ? Je suis un peu vidé là. Ouais. Et puis toi, tu auras 1000 choses à rajouter. C'est ta vie en fait, c'est l'œuvre de ta vie ce problème. Pas tellement. Non. En tant que sociologue, en plus, tu dois t'intéresser quand même au jeu de rôle comme potentielle révolution sociologique. Bah oui, c'est ce que je racontais au début. Je sais pas si c'est ma vie, c'est pas fondamentalement ce qui m'intéresse dans le jeu de rôle. Mais d'accord. Moi, c'est plus les questions de transcendance ou d'évolution des personnages. Mais ce sera un autre podcast, je pense. Allez, merci à vous d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout. On se retrouve la semaine prochaine pour un prochain podcast. D'ici là, portez-vous bien et surtout, jouez bien. Salut. Jouez bien politique. À plus. Salut. Salut.